Bonjour Sophie, on est très content de te recevoir autour de la sortie de ce livre sur Samivel. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire un peu ton lien avec les éditions Guérin? Bonjour Stéphanie. Je suis autrice en tout cas pour ce livre sur Samivel et j'avais déjà écrit 3 livres aux éditions Guérin, un sur l'alpiniste Robert Parago, un deuxième sur l'histoire de la société Petzel et de tous ses produits, notamment dans le monde de la spéléologie, un troisième sur l'histoire de Chamonix, dont je suis originaire, le roman de Chamonix. Et puis là, j'avais envie de me frotter à un autre domaine, la vie d'un grand artiste qui s'appelle Samivel. Justement, Samivel, comment il existait dans ton paysage culturel et dans ton imaginaire avant d'écrire ce livre? Alors, je crois que comme beaucoup de gens qui ont plus ou moins un pied à la montagne, pour moi, Samivette, c'était des affiches, des petites marmottes ou des très belles montagnes, des affiches, des cartes postales qu'on trouve dans les kiosques. Et puis, quelques livres que j'avais vus quand j'étais enfant, notamment des livres pour enfants, mais au final, je connaissais pas très bien sa vie, ni même son œuvre. Et en fait, c'est au moment des 30 ans de sa disparition, en 2022, puisqu'il est mort en 1992, que j'ai eu envie d'écrire une courte biographie à son sujet pour une revue spécialisée, Alpine Mag, pour ne pas les citer. Et en fait, en me plongeant là-dedans, je me suis aperçue que sa vie était absolument passionnante et qu'il n'existait pas, en tout cas, de biographie complète à son sujet. Donc j'ai eu envie de me lancer là-dedans. Et justement, en quelques mots, quelles sont les plus grandes découvertes que tu as pu faire à son sujet, alors à la fois en tant qu'homme et en tant qu'artiste? Les plus grandes découvertes, je pense que ça a été vraiment la diversité de l'œuvre de Samivel et de ses engagements. Pour moi, c'était un aquarelliste, pour résumer. Et là, il serait pas content du tout si je disais ça parce qu'il détestait qu'on le mette dans une catégorie. Et pour qu'on ne le mette pas dans aucune catégorie, toute sa vie, il a essayé de nouvelles techniques artistiques et de nouvelles aventures. Donc c'est quelqu'un qui a été photographe, dessinateur, aussi bien dessin de presse que dessin pour des livres pour enfants. Il a été cinéaste, il a écrit des romans, il a écrit des manifestes, il a travaillé pour un tas de revues diverses et variées. À la fin de sa vie, il était même un peu, on peut dire, philosophe et spécialiste des mythes de montagne. Donc, c'est quelqu'un qu'on ne peut mettre dans aucune case et ça a été ça ma plus grande surprise. Et justement, tu parlais tout à l'heure de ces livres d'enfants que tu as sans doute parcouru sans penser que c'était Samuel. Euh, Quel était son rapport à ce livre d'enfants et quelles histoires en fait il voulait transmettre? Alors Samivel, c'est quelqu'un qui a eu une enfance assez paisible, d'abord à Paris, dans une assez belle propriété. Il était enfant unique, son papa était décédé avant sa naissance, donc le pauvre, il était un petit peu seul en tant qu'enfant, mais il a développé un imaginaire très puissant, notamment par rapport à tout ce qui était naturel. C'est-à-dire que lui, à Paris, il avait réussi à se créer une jungle dans son jardin, où il s'inventait un tas d'aventures. Et en fait, toute sa vie, il a voulu garder son âme d'enfant. C'était très important pour lui. Dans ses livres, il disait ça, quand il a fait des livres pour enfants, Brun lourd, 6 en grain, c'est des mots qui vont résonner aux oreilles, je pense, des gens qui regardent cette vidéo. Il avait un regard d'enfant sur les choses et les enfants, pour lui, n'étaient pas juste des enfants face aux adultes, c'était des petites personnes. Et c'est quelqu'un qui savait très bien s'adresser aux enfants, même si aujourd'hui, peut-être, ces livres pour enfants ne sont pas les plus faciles à lire, mais si on se replonge dans l'époque, c'était quand même très malicieux, très tendre. Son brin l'ours, c'est pas un ours qui mange les enfants, c'est un ours qui va aider les gens autour de lui. Et je pense qu'il a toujours gardé ça, c'était important pour lui d'avoir ce regard qui n'est pas détaché des choses, de vivre les choses pleinement. Voilà, en pleine conscience, comme on dit aujourd'hui. Et oui, puis il a eu pas mal d'autres inspirations, notamment il s'est beaucoup intéressé au Moyen-Âge, par exemple, dans certaines de ses œuvres. Oui, oui, je pense qu'enfant, il a été un grand lecteur, il lisait énormément. J'en profite pour raconter que son nom, Samuel, son nom d'artiste, vient d'un livre de Dickens, Les aventures de Monsieur Pickwick.
Donc là, on n'est pas au Moyen-Âge, on est plutôt voilà, dans l'Angleterre un peu moderne. Mais il était passionné effectivement par le Moyen-Âge et il a fait vraiment des dessins du Moyen-Âge avec ces personnages qui sont parfois en guenilles ou parfois qui sont très riches dans les châteaux incroyables, avec un tas de détails magnifiques à regarder et toujours autour une nature très belle. Donc déjà, il situait les choses toujours dans une nature agréable, avec des petits écureuils, des arbres très doux. Enfin, voilà. Donc, et effectivement, ce Moyen-Âge l'a beaucoup occupé en tant qu'artiste. C'était un univers qu'il aimait bien, même si après, il est plus allé vers la montagne. Tu peux juste nous redire un petit mot sur son nom, comment c'est Oui, passé? alors du coup, Samivelle, c'est Paul Gaillet-Tancrède. Donc Paul Gaillet, il avait exactement le même nom que son père. Sa maman avait souhaité lui donner le prénom de son père, tout juste décédé. Mais pour lui, c'était assez abstrait de s'appeler Paul Gaillet, comme son père qui n'avait jamais vu. Et donc, il s'est mis à accoler le nom de jeune fille de sa maman, Tancrède, donc Paul Gaillet-Tancrède. Aussi parce qu'il trouvait que Gaillet était un nom de famille assez répandu. Donc, pour ses premiers écrits, il a commencé à se dire, bon, je vais m'appeler Paul Gaillet-Tancrède. Ça n'a pas duré longtemps. Dès qu'il s'est senti artiste, il a pris ce surnom de Samivelle, qui est le surnom d'un des personnages de Dickens, qu'il aimait beaucoup parce que c'était un personnage intelligent, plein d'humour. Et donc, il se reconnaissait dans ce personnage. Et très tôt, il a été engagé sur une expédition au Groenland, notamment en 1948 avec Paul-Émile Victor. Et ce voyage, en quoi ce voyage a nourri une autre forme d'imaginaire, ou en tout cas a provoqué en lui un sentiment de l'homme face à cette nature immense? Alors donc Samivelle part en 1948 avec Paul-Émile Victor sur la première expédition française au Groenland, donc c'est pas rien, on part vraiment dans l'inconnu. Leur but est d'aller... on sait qu'il y aura plusieurs expéditions, que cette première doit servir à vraiment ouvrir la voie. Samivelle, il est recruté entre guillemets comme reporter, hein, il y va pas pour faire des aquarelles, à l'époque c'est pas ça du tout. Et il y va aussi pour filmer, parce que depuis quelques années, il a vraiment réussi à développer ce talent de réalisateur. Il s'est entraîné dans les années 30 dans le massif du Mont-Blanc. Il avait tourné un film sur l'aiguille verte. Et il espérait d'ailleurs partir avec l'expédition française au Hidden Peak, donc expédition française en Himalaya. Et malheureusement, faute de budget et pour différentes raisons, il ne part pas en Himalaya en 1936. Ensuite, il y a la guerre. Et donc, il a cette occasion, il rencontre Paul-Émile Victor qui lui propose d'aller au Groenland. Et pour lui, c'est vraiment là, c'est le rêve absolu parce qu'il a envie de voyage. Et là-bas, en fait, le voyage est très long, il filme la mer, il filme déjà les oiseaux au-dessus du navire, il est déjà très connecté à ce grand dépaysement. Et arrivé au Groenland, il est stupéfait par le fait de mettre les pieds sur une terre où l'homme n'a pas encore mis sa patte, pour le coup. Et il filme tous les animaux qu'il peut voir. Il est vraiment... fasciné par cette terre du Groenland et ça va vraiment, je pense, nourrir. Quand il revient avec des articles, il remplit bien sa mission, il fait ses films, il fait différents films avec des thématiques différentes, il rencontre les habitants, il fait des films sur eux, les hommes du phoque, donc il s'intéresse bien que lui soit totalement révulsé par la chasse, il s'intéresse quand même à ces peuples qui ne vivent que grâce au phoque, ils le mangent, ils prennent sa peau. Ça l'intéresse beaucoup, mais il revient aussi plein de ces couleurs du Groenland et il peint des aquarelles absolument sublimes à son retour. On a pu en mettre certaines dans le livre et je pense que ça lui donne un contact avec cette nature un peu immaculée qui le marque à jamais. Et cette nature, en fait, qu'il va découvrir finalement assez jeune, grâce en fait à une décision prise par sa maman de l'envoyer très jeune en fait dans les Alpes et puis après aux Contamines. Effectivement, donc comme sa maman, le père de Samivelle est mort d'un problème pulmonaire, sa maman avait très peur que son fils attrape aussi des maladies. Elle était en plein dans cette tendance de faire respirer du bon air à son fils. Donc elle a commencé à l'emmener en vacances aux Contamines. Elle avait un petit peu de famille par là-bas. Et puis elle décide de construire un chalet dans les années 20 qu'elle appelle, comme le glacier au-dessus des Contamines, l'Armancette. Et dans ce chalet, Samivelle va aller toute son enfance en vacances. Puis au début c'était que l'été, puis c'est l'hiver. Il se met à faire énormément de ski.
Et il est même précurseur dans le ski de randonnée aux Contamines, puisque pour Charles Vallot, qui est en train de faire tous ces guides Vallot, de les créer, mais c'est Sam Yvel qui est chargé de toute la section sur le ski de randonnée. À l'époque, c'était ski tout court, hein, on ne faisait pas la distinction. Le ski dans le Val-Montjoie, il décrit vraiment de très nombreux itinéraires avec plein de détails. Et c'est vrai que ça, voilà, là, c'est vraiment le côté montagne de Sam Yvel qui se développe aux Contamines et qui va rester essentiel pour lui. Les Contamines, c'est son berceau, même s'il n'y vit pas à l'année, parce que lui, il fonde une famille et il s'installe contre toute attente dans les Alpes-Maritimes, à Vence, au-dessus de Nice, dans l'arrière-pays niçois, dans un endroit magnifique où il y a quand même des montagnes pas loin. Il y a tout le parc du Mercantour qui va le passionner aussi, notamment la vallée des merveilles avec ses gravures rupestres. Mais voilà, Sam Yvel, les Contamines, c'était vraiment l'endroit où il se ressourçait toute sa vie. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est grâce au ski, grâce au fait qu'il soit aux Contamines, qu'il commence à exercer son talent à la fois d'écrivain, comme tu le disais, pour les guides Vallot, et d'illustrateur. Parce que c'est là où il est aussi, il dessine ses cartes. Voilà, et effectivement, aux Contamines, oui, par les dessins qu'il a pu faire, ses collaborations avec le guide Vallot, il se connecte à tout cet univers de la montagne et dans différentes revues, notamment la revue du Club alpin français, une revue qui s'appelait La Vie alpine, qui est une revue grenobloise, et puis aussi la revue Alpinisme du groupe de haute montagne, le GHM. Sam Yvel, qui est un très bon dessinateur depuis qu'il est enfant, il adore les petites caricatures. Il a fait un peu son trou, entre guillemets, dans le monde de la montagne, il s'est fait reconnaître. Il entre au GHM lui-même en tant qu'alpinisme en 1927, je crois bien, ou 1928, parce qu'il est fort grimpeur. Et donc, il commence à caser ses petits dessins partout. Il illustre des articles. On voit notamment naître ces petits personnages de Samovar et Baculo, que certains connaissent peut-être, un duo un peu à la Laurel et Hardy. Et tout ça lui donne cette carte de visite de dessinateur. D'ailleurs, lui, il ne disait pas dessinateur, il disait graphiste. Voilà. Et après, ces dessins, ça va vraiment lui ouvrir des portes parce qu'il va commencer à dessiner pour des grandes revues littéraires parisiennes avant la guerre. Il est très demandé, il fait énormément de dessins. Alors là, pas que sur la montagne, hein, il est très fort pour caricaturer les milieux bourgeois, les milieux très culturels. Et voilà, tout ça fait que sa palette entre son activité de montagne, ses dessins, il commence à faire effectivement aussi des aquarelles et à voir surtout ses premiers livres édités, notamment Sous l'œil des Choucas, qui est publié au début des années 30. Tout ça fait que voilà, il a de plus en plus de cordes à son arc, à la fois la montagne et puis à la fois tout ce qui est artistique. Ouais. Et d'ailleurs, très tôt, il a quand même réussi dans son style, à amener le côté dérision, humour, notamment en caricaturant un petit peu les skieurs, les stations de ski. Est-ce que ça a contribué en fait à le faire mieux connaître dans ce milieu de montagne et à le situer dans le paysage littéraire de montagne ? Je pense que ça, là vraiment, ce côté humoristique, un peu sarcastique par moment, a vraiment aidé Sam Yvel à effectivement se faire connaître, puisque l'un de ses amis, Édouard Monod-Herzen, qui a préfacé certains de ses livres, disait « Avant Sam Yvel, il n'y avait pas d'humour en montagne. La montagne, c'était quelque chose de sérieux, on ne plaisante pas, on est héroïque, on raconte ses courses, la montagne, voilà. » Et Sam Yvel arrive et en fait, il fait entrer l'humour dans le monde de la montagne. Et je crois que ça a été totalement révolutionnaire à l'époque. Et c'est ça qui fait que Sous l'œil des Choucas est encore édité aujourd'hui, pratiquement 100 ans après. Et puis après, il va y avoir l'Opéra de Pic, aussi son roman L'amateur d'abîme en 1940, que quand même les montagnards vraiment les plus pointus connaissent encore. C'est un roman où il raconte les aventures de 3 alpinistes à Chamonix, tout ce qui peut leur arriver dans les refuges, mais y compris, il décrit les rues de Chamonix bondées de gens. On a du mal à s'imaginer, on se dit comment c'est possible, il écrit ça en 1940, mais on pourrait croire que c'est le Chamonix surfréquenté d'aujourd'hui, et avec toujours cette pointe d'humour, de dérision, et qui est pas... alors, on a parfois tendance à penser que Sam Yvel, il était misanthrope, qu'il n'aimait pas les gens, parce qu'il pouvait être assez sévère, que ce soit dans ses dessins ou ses écrits. Moi, je pense qu'il s'incluait dans...
et pour lui, il faisait aussi partie de ces gens qui vont en montagne et à qui il arrive des galères. Et tout ce qu'il décrivait de manière sarcastique, c'était aussi des choses qui lui étaient arrivées à lui. Il y avait de la dérision, de l'autodérision également. Ouais. Donc, voilà. Et c'est en pratiquant cette autodérision et en étant très proche de ces montagnes qu'il y a un moment, il a senti que tout en les célébrant, il fallait aussi avoir un discours, je ne sais pas, mais en tout cas un message pour les protéger, ces montagnes. Effectivement, alors tout ça se fait en parallèle. Samy Vell, dès les années 30, alors dans ses premiers dessins, ses premiers livres, il est un peu dans la dénonciation il commence à y avoir trop de monde en montagne, toute cette démocratisation, on va être bientôt trop nombreux en montagne. Mais je pense que chez lui, ça se transforme très très vite plutôt dans une conscience qu'on a une nature extrêmement belle, extrêmement utile. Il a tout de suite un discours dans tout ce qu'il écrit régulièrement dans la revue du Club alpin français. Ce qu'il dit, c'est que la nature, et en l'occurrence la montagne, est absolument nécessaire à tous ces citadins qui commencent à avoir des vies complètement... Les villes grandissent, on est coupé de toute nature, et il dit c'est très mauvais, il faut absolument qu'on garde le contact. Donc allons en montagne, mais n'y allons pas n'importe comment. Et très vite, c'est ça son discours, c'est on ne peut pas jeter ses déchets partout, arracher les fleurs... on devrait faire attention à ce qu'on construit en montagne. Et ça, là-dessus, il est vraiment mais très très en amont. C'est-à-dire que lui... Et aussi, le voyage au Groenland ne fait qu'amplifier ça. Et il revient, il dit, mais oui, mais nous, on a ces montagnes aussi encore très sauvages. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et il fait partie de ces gens qui ne sont pas d'accord avec le fait de construire des téléphériques, un tas d'équipements. En même temps, bon, il a beaucoup d'amis dans le monde de la montagne. Il comprend bien que les guides, ça peut leur être utile d'avoir ces équipements. Mais il dit, attention, réfléchissons à ce qu'on fait. Il n'est pas ni contre le ski, ni contre le fait d'emmener beaucoup de monde en montagne, mais... il veut il dit la montagne est d'utilité publique. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on a cette belle montagne, elle est pour tout le monde, ça fait du bien aux gens, mais protégeons-la. Et ça, après, alors à partir des années 50, ça va être le combat de sa vie. C'est-à-dire que, d'ailleurs, brusquement, enfin, je peux faire erreur là-dessus, hein, parce que l'univers Samy Vell est tellement grand, mais il me semble quand même qu'après les années 50, c'en est fini de l'humour. Alors, il continue à faire des cartes postales très drôles et tout, mais... il ne publie plus d'ouvrages vraiment drôles comme il avait pu faire avant. Il est plus sur son but, c'est de faire protéger cette montagne. Et peut-être c'est à ce moment-là que peut-être naît dans son esprit l'idée du roman Le Saut d'Edenberg, qui fait partie aussi dans son œuvre, qui est un vrai tournant, et à la fois en tant qu'auteur de fiction et dans le message que cela amène. Oui, effectivement, donc Samy Vell, dans les années 60, se lance dans un roman qui est dans sa tête depuis très longtemps, qui est de raconter l'histoire d'un berger qui a un alpage dans un village imaginaire de montagne, mais qui pourrait être celui de n'importe quelle de nos vallées qui ont été aménagées. Village qui voit arriver des promoteurs parisiens qui disent, écoutez, vous avez beaucoup de chance, ici on va créer la plus grande station de ski d'Europe. Rien que ça. Et donc les gens sont très partagés entre ceux qui disent bah oui, ok, je vous vends mon hôtel, je vous vends mes champs, allez-y, faites tout ce que vous voulez. Et d'autres qui disent mais attendez, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on a à perdre là-dedans? Et donc son personnage principal, Samy Vell, va faire partie des quelques opposants à ce mouvement très rapide. Et un jour, personne ne l'écoute, on l'exproprie de ses biens et commence la construction d'un pylône en plein milieu de son alpage. Et lui, il ne supporte pas, il fait exploser ce pylône. Et ensuite, je ne raconterai pas la fin du roman parce que c'est encore un roman qu'on trouve et que je conseille à tout le monde de lire. Il est gros, mais il se lit très très bien. Et voilà. Et là, Samy Vell, il met tout son art dans ce roman parce qu'il décrit les paysages, on a l'impression de voir ses aquarelles, et il met tout son engagement et toute sa philosophie par rapport à la montagne. Et c'est un roman qui a vraiment beaucoup de succès à l'époque. C'est-à-dire qu'on l'écoute et on dit, mais voilà, mais oui, qu'est-ce qui se passe? Et on est en plein dans le début du plan neige qui consiste donc à un plan gouvernemental qui consiste à donner beaucoup de moyens vraiment pour faire des stations de très haute altitude. Et voilà, et Samy Vell, c'est ce qu'il dénonce. Pour lui, c'est une aberration. Et le retentissement de l'époque, est-ce qu'aujourd'hui, justement, il fait encore écho à des combats actuels?
Bah, effectivement, moi aussi, ça a été une de mes surprises en travaillant sur Samivelle, c'est qu'on voit des jeunes militants, par exemple ceux qui sont allés sur le glacier de la Girose à la Meije pour dénoncer l'idée de faire un troisième téléphérique là-bas. Ces jeunes militants, sur les réseaux sociaux, ils citent du Samivelle. Là, il y a quelques mois, quelques années, je trouvais ça quand même drôle et ça m'a fait plaisir de voir que Samivelle, alors je ne sais pas si c'était des aînés qui leur avaient soufflé ça, mais disant, voilà, on peut pas faire ce qu'on est en train de faire, réfléchissons aux conséquences. Samivelle, il dessinait quand même dans l'amateur, sous l'œil des Choucas dans les années 30. Il a 2 dessins très célèbres, je pense, des montagnards. L'alpinisme en l'an 2000, où on a des pics équipés d'enseignes publicitaires, tout est équipé, on se promène sur des passerelles partout. Ça, c'est l'alpinisme en l'an 2000, donc 70 ans plus tard. Et l'alpinisme en l'an 3000, c'est quoi? Les montagnes sont redevenues vierges, il n'y a plus rien, il n'y a plus que 2-3 bouts de ferraille qui traînent par là, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus d'hommes, et il y a juste un chouka, la page d'après, qui dit « enfin seul ». Donc voilà, moi ça me glace un peu quand je vois ça, parce que je me dis, ben ouais, il est visionnaire, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Mais ça, du coup, ça parle encore maintenant, et c'est pour ça que de jeunes militants peuvent dire, ou c'est comme les chenilles processionnaires de Samivelle, cette carte postale très connue, où on a des gens qui montent au téléski, et arrivés en haut de la piste, qu'est-ce qu'ils font? Ils font déjà la queue pour reprendre le téléski sans pouvoir faire un seul virage. Ça, on le voit ressortir régulièrement parce que c'est nos stations de ski surfréquentées l'hiver où finalement on se dit les gens ont payé très cher pour venir jusque-là et c'est ça leur expérience. Donc, qu'est-ce qu'on en pense en fait? Est-ce qu'on est content que ce soit ça leur expérience de la montagne? Et pareil, les longues files d'alpinistes, ça a été ressorti quand il y a beaucoup de monde chez nous à Chamonix, à la Vallée Blanche, bah, on ressort la carte de Samivelle. Pareil, j'oublie le titre là, mais c'est une sorte de solitude où en fait on est en train de faire la queue en montagne. Donc voilà. Donc je pense que ça, c'est des messages qui nous parlent encore aujourd'hui et il n'y a pas eu beaucoup d'autres destinateurs qui ont dénoncé ça d'une manière qui nous parle encore aujourd'hui. Alors je ne sais pas s'il aurait aimé cette expression, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il a été un sorte de pionnier de l'écologie ou un lanceur d'alerte, pour utiliser des mots modernes à son propos? Je pense qu'on peut vraiment dire qu'il a été un pionnier de l'écologie, même si je suis sûre que, pareil, on n'aurait pas aimé ce mot, parce que ça aurait voulu dire qu'on le mettait dans une case, dans un mouvement politique, alors que Samivelle, au niveau politique, je pense, était très libre et n'avait pas envie de rejoindre un quelconque mouvement. Mais oui, il a été un pionnier, il a écrit des choses. Donc dans les années 50, il tourne le film Grand Paradis, et donc il se rend dans le parc italien du Grand Paradis, voilà, un espace très protégé. Il le filme et revient en France avec en disant « Regardez les Italiens, nous en France on est les derniers en Europe à ne pas avoir de parc, qu'est-ce qu'on attend ?» Et après, 6 ans plus tard, est enfin créé le parc national de la Vanoise. Samivelle s'engage à fond, il leur fait une affiche, il leur fait une médaille pour les gardes du parc. Il fait l'affiche des 10 commandements de la montagne, qui est une affiche drôle et tendre, avec plein de petits personnages, mais avec quand même des messages, c'est-à-dire vous entrez dans ce magnifique parc qu'on vous offre, prenez-en soin, voilà, ne jetez pas vos affaires, vos déchets partout, gardez le silence, n'embêtez pas les animaux, n'arrachez pas les fleurs. C'est des messages simples, mais il est vraiment, à l'époque, c'est rare, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout là-dedans. Donc oui, moi je pense qu'on peut vraiment dire que ça a été dans ces gens qui ont dénoncé très tôt ces choses-là. Il n'était pas toujours complètement entendu, mais c'est pas un hasard si le mouvement Mountain Wilderness, qui crée sa branche française en 88, demande à Samivelle de prononcer le discours inaugural de la fondation de cette association française. Et il est très âgé, il a 80 ans, et il fait un discours très long sur voilà, protégeons nos montagnes. Et ça, il le fait de manière très généreuse pour cette association. Donc oui, il était... pour les jeunes militants de Mountain Wilderness, Samivelle faisait partie des gens qui avaient dit les choses déjà depuis fort longtemps. Et justement, je pense que le parc, par exemple, les premiers parcs français ont bénéficié en fait de son talent, de son art. Et lui, à l'inverse, c'est peut-être une période aussi, il est devenu très très connu. Alors justement pour ses aquarelles, mais chacune des causes a servi un petit peu l'autre, même si ça l'a un peu enfermé dans la case aquarelle, peut-être. Oui, c'est vrai que Samivelle, toute la dernière partie de sa vie, dans les années 70-80, il répond à énormément de demandes d'espaces naturels qui ont envie d'avoir. Voilà, il fait
l'aquarelle qui va servir à l'affiche du parc des Pyrénées. Il en fait une pour les écrins. Enfin, il était très, oui, il se rendait disponible pour ces causes-là. C'était aussi son travail, hein. Samuel, c'est un artiste qui a réussi à vivre toute sa vie de son œuvre, ce qui est assez, vu l'évolution en plus. Je veux dire, quand on démarre dans la fin des années 20 et qu'on termine à la fin des années 80, c'est une longue carrière. Il a quand même publié plus de 50 livres, et fait je ne sais pas combien d'aquarelles, de cartes postales. C'est quelqu'un qui a su durer, qui a su s'adapter au message de son époque. Et ça, c'était, voilà, et tous, effectivement, tous se répondaient dans tout ce qu'il faisait. Il y avait une cohérence, même si c'était très, très varié. Hein. Et justement, si on peut revenir sur entre guillemets, la fabrication du livre, est-ce que vous vous êtes heurté à des difficultés, notamment sur la reproduction? Est-ce que ça a été difficile de rassembler tout ce matériau, en fait, pour justement illustrer toute sa diversité? Alors, l'œuvre de Samivel, c'est pas facile entre guillemets, de la cerner parce que lui-même, alors, il a fait un choix important à la fin de sa vie qui lui revient. Il a décidé de déposer la plupart de ses œuvres au musée d'ethnographie de Genève. Et voilà, c'est un musée qui conserve ses œuvres. Nous, au départ du livre, on s'est dit, bon, on va mettre des aquarelles de Samivel, mais on voulait surtout que ce soit bien plus que ça, ce livre. Et donc, c'est pas un livre... On ne retrouve pas d'autres livres sur Samivel qui ont été faits récemment. Enfin, je pense qu'on a vraiment... on avait à cœur de montrer la diversité de son travail, et c'est pour ça qu'on trouve évidemment beaucoup d'aquarelles de Samivel et des surprises. On a des particuliers qui ont accepté de nous laisser reproduire leurs aquarelles, ce qui est vraiment super. Le musée de Genève nous a beaucoup aidés aussi en nous laissant reproduire des aquarelles, mais il y a bien d'autres choses dans ce livre, c'est-à-dire qu'on a voulu qu'il y ait ses dessins de jeunesse, aussi sa documentation. Pour le Fou d'Édenberg, on a choisi d'avoir un chapitre entier sur ce roman, parce qu'il se trouve qu'à l'université de Nice, Samivel a déposé tout son dossier de recherche, tous les articles qui lui ont suivi à faire ça, des courriers avec des spécialistes. C'est quelqu'un qui n'écrivait rien au hasard. S'il n'était pas sûr de son scénario, il demandait. Il a quand même écrit un policier pour savoir son personnage qui fait exploser un pylône. Qu'est-ce qu'il risquait juridiquement, comment serait menée l'enquête, comment on risquait de l'interpeller. Samuel, je pense qu'il aurait pu être vraiment journaliste toute sa vie, il aurait été très bon dans ce métier. Donc voilà, c'est un livre qui a... voilà, on a essayé de montrer aussi ses dessins pour enfants, ses courriers, ses échanges. Il y a vraiment de tout type de documents. Et donc le travail iconographique sur livre qui a été fait par Catherine Cuénot, ma maman, est vraiment quelque chose d'extrêmement varié. Et j'espère, à l'image de Samivel, et je pense que ça surprendra les gens, et que les jeunes qui ne le connaissent pas ne vont pas s'ennuyer en regardant des aquarelles, des petites marmottes ou des Edelweiss. Non, on est allé, je pense, au-delà de tout ça. Et presque pour conclure, s'il y avait un héritage Samivel, justement, est-ce que ce serait un mélange de tout ça, un mélange de toute sa curiosité, de son œuvre, de son art? Alors, l'héritage de Samuel, je pense qu'il est en nous sans qu'on le sache. C'est-à-dire qu'il y a énormément de... Moi, du coup, avec ce projet, j'en ai parlé à beaucoup de gens. En fait, les gens sont imprégnés de l'image de la montagne que Samuel a gravée, un peu comme ce dessin gravé sur la couverture du livre. C'est-à-dire que la montagne Samuel, c'est une forme de pureté, des animaux libres qui ont l'air heureux, des belles traces dans la neige. Ça, c'est vraiment du Samivel, et en fait, on ne le sait pas forcément. Et c'est pour ça que Vivian Bruchet, ce skieur incroyable qui a accepté de faire la préface du livre, me disait, mais moi, parfois, je rentre de montagne, et je rentre de la montagne Samivel, quand ça a été beau, quand tout était parfait. Et donc, cet héritage, il est là au niveau de notre vision de la montagne. L'idée, là, maintenant, c'est de montrer qu'il y a aussi un héritage, notamment sur la protection de la montagne. Et ça, quand on en parle à des jeunes, on voit que oui, ça leur parle. Et c'est bien de le rappeler, voilà, de tout ce qu'il a fait pour nous, pour qu'on protège nos montagnes. Ça, je pense que c'est moins connu, et c'était important qu'on le rappelle. Et voilà, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se réfèrent encore à Samivel, soit consciemment, soit inconsciemment. Et du coup, c'était important de reparler de lui, de ne pas l'oublier. Et il existe encore un lieu au Contamine, justement, le jardin Samivel, qui lui rend hommage aujourd'hui dans le lieu qu'il a aimé et qu'il a...
dans lequel il a passé pas mal de temps, justement à l'Armancette. Alors, c'est vrai qu'au sujet de Samivelle, on pourrait regretter qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut voir des œuvres de Samivelle, parce que bon, il y a ce musée à Genève, mais qui n'expose pas les œuvres de Samivelle et qui va peut-être le faire. Il y a des expositions qui se préparent sur Samivelle, donc ça, je m'en réjouis. Je pense qu'il est en train voilà, de revenir au devant de la scène. Mais on a la chance, et ça lui aurait fait extrêmement plaisir à Samivelle, d'avoir ce jardin au Contamine, juste à côté de l'église, le jardin de Samivelle, dont l'initiatrice a été Gilberte Mermoux, aidée par d'autres habitants des Contamines. Et ce qui est magique, c'est un endroit libre d'accès, ouvert jour et nuit, à toute saison, puisque les œuvres ont été... on voit donc ces principales aquarelles, les plus connues, et il y a un système qui a été créé par l'atelier Aesop. Elles sont sous verre, elles sont insérées dans des énormes boules de granit. Et voilà, on peut se promener dans ce jardin, visiter Samivelle, on est libre, c'est à toute heure, sous la neige, c'est aussi beau qu'en plein soleil. Donc voilà, c'est un endroit, je pense, qui lui plairait beaucoup, et on a mis une photo de ce jardin dans le livre parce que voilà, ça nous parle, et je pense que ça fait vraiment écho à ce qu'il était.